Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de chat vidéo. 55e édition, c'est la 55e fois que nous retrouvons vous de l'autre côté de l'écran et moi face à la caméra. C'est à chaque fois un grand plaisir et en tout cas à chaque fois à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Et puis comme il s'agit de la dernière séance de ce mandat, eh bien, écoutez, on va essayer de passer toutes les questions que nous avons en réserve, qu'on n'aurait éventuellement pas pu poser la dernière fois, et puis les nouvelles questions qui arrivent déjà sur les téléscripteurs, comme on dit à la télévision. Sabine, tout de suite, la première question. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Donc la première question est une question de la session précédente, elle est posée par Zokia Kouki. À Caen, des ralentisseurs avenue des Bigarelles, une école est située juste à côté et les voitures ont une vitesse largement au-dessus de 50 km/h. Écoutez, dans ce secteur-là, on a déjà mis ce qu'on appelle un entonnoir. On a déjà fait quelques aménagements il y a déjà quelques années pour ralentir la vitesse. Nous avons fait des contrôles, je crois que c'était juste avant les vacances de mémoire, qui n'avaient pas révélé des vitesses moyennes pratiquées au-dessus des limitations de vitesse au-dessus de 50 km/h d'une façon notable, on dirait, je dirais comme ça en l'état. Bon, après, il y a toujours les excès de ceux qui arrivent à rouler plus vite. Il faut effectivement, au-delà de ces impressions de vitesse, avoir vraiment une notion à travers des comptages de ce qui se passe réellement. L'avenue des Bigarelles, effectivement, en plus, c'est une avenue qui est très droite, hein, qui peut donner l'envie de rouler un peu vite. Nous pourrions regarder, effectivement, si on pouvait peut-être refaire un entonnoir un peu plus loin, en veillant aussi aux problématiques de stationnement, parce que tous ces aménagements ont comme conséquence souvent de supprimer les places de stationnement, et comme on sait qu'il en manque toujours dans les quartiers, il faut toujours être très prudent. Effectivement, ça peut être une étude qu'on pourrait lancer dans les mois qui viennent pour voir s'il y a matière à faire ralentir un peu plus les vitesses dans ce secteur. La question suivante est toujours une question de la session précédente. Elle vous est posée par Rességuier. Serait-il possible de revoir les tarifs de bus en les rendant plus attractifs et ainsi faire baisser la circulation intra-urbaine ? Oui, tout est possible. Hein. On peut toujours revoir les tarifs. Je rappelle qu'ils ont été revus donc, il y a à peu près 2 ans de ça, de mémoire, puisque la commission tarifaire a travaillé dessus. Parce que nous, on a remis un peu à plat ce qui existait jusqu'à présent, puisqu'on avait une tarification, on va dire, un peu compliquée, avec des cas de figure assez nombreux, et pas forcément équitable. Donc, du coup, la tarification qu'on a mis en place aujourd'hui est plus simple à la lecture, et puis prend en compte un élément important, c'est le coefficient familial, c'est-à-dire que ceux qui ont des revenus les plus faibles payent moins leur abonnement que ceux qui ont des revenus plus élevés. Je crois de mémoire, dans la tranche d'âge 26-65 ans, les tarifs les plus bas sont à 78 €, je crois, et les plus hauts à 360. Ce sont quand même des tarifs qui sont assez attractifs. Hein. Quand vous prenez 78 € à l'année, ça fait moins de 7 € par mois pour utiliser le bus tout le temps. Alors, oui, c'est vrai que les tranches les plus élevées payent beaucoup plus cher, mais une fois encore, quand vous ramenez ça à l'utilisation, nous n'avons pas des tarifs si élevé que ça. Bon, il n'est pas moins vrai qu'on va avoir cette réflexion, peut-être d'aller, en tout cas c'est un travail que nous allons mener en concertation et en réflexion avec nos concitoyens dans les semaines qui viennent pour se poser la question d'une éventuelle gratuité, enfin tout au moins le fait que ce ne soit pas payant pour les usagers, puisque quand on dit gratuité, il y a forcément quelqu'un qui paye, inévitablement, et regarder si différentes options, l'option qui consiste à avoir la gratuité tout le temps, peut-être uniquement les week-ends, peut-être que pour les jeunes à certaines périodes, enfin voilà. Donc il va y avoir une réflexion pour regarder si nos tarifs, tels qu'ils sont aujourd'hui, correspondent encore à ce que chacun peut attendre, tout en ayant toujours en tête qu'il faut équilibrer le budget du syndicat et tout ce qu'on rend gratuit ou non payant ou plus faible, ce sont toujours des recettes en moins, et donc les recettes, il faut les chercher ailleurs, et aller les chercher, ça peut être aussi sur l'impôt. Donc voilà, vous voyez, tout ça, ce sujet, il est plus complexe qu'il n'y paraît, mais c'est une vraie réflexion qu'il faut qu'on ait dans les semaines qui viennent. La question suivante est posée par Thierry Jean.
Expliquez-moi pourquoi, monsieur le maire, les feuilles sont ramassées en priorité dans les jardins et non sur les trottoirs, quand on sait que des feuilles mouillées glissent autant qu'une plaque de verglas. Exemple, rue des Aimerettes. Ce n'est pas forcément une question de priorité dans les jardins par rapport aux rues. En fait, tous les secteurs de la ville sont découpés de manière à ce que les équipes interviennent dans des, on va dire, micro-quartiers ou dans un certain nombre de parcelles. Les équipes qui travaillent dans les jardins travaillent dans les jardins, c'est leur spécificité, alors que ce soit dans le jardin de l'Archevêché ou le jardin des Préfichoux, entre autres. Et puis dans les autres secteurs de la ville, eh bien, la répartition se fait en fonction des rues, en fonction d'un certain nombre de quartiers. Donc ce n'est pas forcément les mêmes équipes que vous voyez rue des Aimerettes que celles que vous voyez dans les jardins. C'est des équipes qui sont plutôt affectées. Alors c'est vrai que on voudrait... alors on a quand même une chance, c'est que les feuilles tombent en même temps, à l'automne. Bon, c'est déjà une chance, mais sauf qu'elles tombent tellement en même temps qu'on ne peut pas intervenir, est-ce qu'il ne peut pas intervenir partout, dans toutes les rues, en même temps, chaque fois qu'il y a une feuille qui tombe. Alors, c'est tout ce problème qu'on a tous les ans, hein, qui ne sont pas propres à la ville de Bourges, hein, qu'on retrouve partout. Eh bien, effectivement, bon, là, les feuilles sont quasiment toutes tombées, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a des périodes, sur une période d'un mois, où il faut passer régulièrement, et puis entre deux ramassages ou entre balayages, vous pouvez avoir de nouveau des feuilles. Donc, et puis, je dirais aussi une chose, hein, il faudrait aussi que nos concitoyens soient disciplinés. Parce que comme c'est le cas en cas de neige, comme c'est le cas en temps de salissure sur les trottoirs, c'est aussi la responsabilité de chaque administré comme on dit, de balayer devant sa porte, c'est le cas de le dire, et d'enlever aussi les quelques feuilles qui peuvent se trouver devant chez eux sur le trottoir qui est un espace public. Donc voilà un peu l'explication. Une fois encore, je réponds, il n'y a pas une priorité au jardin, c'est que ce ne sont pas les mêmes équipes qui interviennent. La question suivante, elle est posée par Laurent Guittard. Les lattes de bois, revêtement de sol, situées devant l'auditorium sont dégradées et dangereuses. Des travaux sont-ils prévus? Oui, tout à fait. Donc d'ailleurs, j'ai évoqué ce matin ce sujet en commission hygiène et sécurité et conditions de travail avec l'ensemble des organisations syndicales. Donc il est prévu dès l'année prochaine de changer effectivement ces lattes en bois, donc il faut qu'on ait l'avis de l'architecte qui a conçu cet environnement. Et l'idée, c'est de remplacer le bois par un autre matériau qui sont plutôt un matériau, on va dire, synthétique, qui aura la couleur un peu du bois, mais qui sera moins sensible aux intempéries. En tout cas, ce que j'ai demandé donc, spécifiquement ce matin, c'est qu'on mette une signalisation là, sur les rustines, je vais appeler ça des rustines que l'on a mis là où les trous s'étaient créés, en fait, en quelque sorte, de manière à ce que, notamment à cette période où il ne fait pas forcément très clair, que les gens ne viennent pas s'entraver dedans et se blessent. La prochaine question nous vient de Lucie. Les travaux de la rue Louis Mallet sont en train de se terminer. Quel bonheur pour les automobilistes. Mais expliquez-moi pourquoi une partie de la route face au futur supermarché n'a pas été réalisée. Alors tout simplement parce qu'il y a eu un petit souci entre les deux nouveaux propriétaires de la parcelle Intermarché et celle d'à côté. Je vais faire un peu simple, Intermarché a un peu empiété sur la parcelle d'à côté, donc le sujet est en train d'être réglé, ce qui fait que le giratoire qui va se trouver à l'entrée d'Intermarché prend un petit peu de retard. Bon, donc en fait, on avait comme objectif de terminer la rue Louis Mallet dans sa totalité à la fin de l'année, et je pense qu'on va déborder jusqu'à mi-janvier. Voilà, c'est juste un problème, je dirais, qui ne concerne pas forcément directement ni la ville ni l'agglomération, mais la conséquence, en tout cas, on la porte. Donc ce problème est en train d'être réglé depuis une quinzaine de jours. Une question de Jérôme qui voudrait savoir si des travaux de rénovation sont prévus rue de Turly, comme les trottoirs, les parkings, ainsi que toutes les voiries, car elles sont souvent bouchées. Oui, je le dis, je le répète souvent, nous faisons des efforts pour réhabiliter les voiries, pour refaire les trottoirs. Il faut du temps pour tout ça. Je le répète inlassablement, nous avons 250 km de voirie à Bourges, qui représente la distance entre Bourges et Paris, et puis à peu près 500 km de trottoir, en plus que c'est presque le double, donc l'aller-retour Bourges-Paris. Donc on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Donc on
On en fait beaucoup chaque année, on en a fait encore beaucoup cette année, les choses sont en train de se terminer. Et je suis d'accord avec vous qu'il y a un vrai sujet à traiter rue de Turly. Ça fait plusieurs fois qu'on nous le signale. J'ai demandé, excusez-moi, j'ai demandé à ce qu'on programme cette réflexion d'une façon assez urgente dans le cours de l'année prochaine. La question suivante posée par Julien. Des travaux d'aménagement sont-ils prévus pour rendre accessibles les nombreux commerces du centre-ville ne possédant pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite? Écoutez, tout simplement, c'est une obligation. La loi oblige en fait l'accessibilité dans tout établissement recevant du public, on les appelle comme ça, les ERP. Alors, il peut y avoir des dérogations possibles, mais les dérogations sont données par les services de l'État, par la préfecture, pas par la ville de Bourges. Mais ces dérogations doivent concerner uniquement des cas très précis, soit parce qu'il n'y a pas de solution technique, on ne sait pas faire sur le trottoir, ou on ne sait pas faire à l'intérieur du magasin, ou tout simplement parce que le commerçant demande une échéance pour pouvoir réaliser ces travaux. Mais en tout cas, la loi aujourd'hui la réglementation est assez ferme. Il y a une obligation à assurer l'accessibilité dans tous les établissements recevant du public. Une question de la session précédente, elle est posée par Coucou, c'est moi. En cette période automne-hiver, les piétons sont de moins en moins visibles. Ne serait-il pas envisageable de faire en sorte de trouver une solution pour les rendre plus visibles lorsqu'ils cherchent à traverser la route sur les passages piétons? Donc plus de lumière blanche et non jaune, des LED au sol, etc. Oui, alors déjà aussi pour les piétons ou même les cyclistes, c'est la même chose. En plus pour les cyclistes qui, je rappelle, doivent être éclairés, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Mais les conseils qui sont donnés d'ailleurs depuis des années pour les piétons, c'est d'essayer de s'équiper aussi de vêtements qui sont plutôt clairs. Alors on a plutôt tendance l'hiver à s'habiller en foncé, ce qui est assez paradoxal. Après, quand il s'agit d'éclairage, j'aurais tendance à dire que le problème il est moins grave aujourd'hui parce que justement on parlait tout à l'heure des feuilles des arbres, c'est qu'il y a déjà plus de feuilles quasiment dans les arbres, donc ce qui fait que l'éclairage public, les candélabres, eh bien, ne sont pas gênés par l'ombre que pourraient faire des feuilles quand ils se trouvent au-dessus d'un arbre. Après, la question se pose parfois, je crois que c'était une question déjà la session précédente, de suréclairer un certain nombre de passages piétons. Alors, je pense qu'on ne peut pas le faire partout, mais il faut peut-être qu'on réfléchisse, malgré des préconisations inverses, mais qu'on le fasse sur certains passages piétons. Notamment, je pense à l'exemple que je prenais le mois dernier sur le boulevard de la République. Effectivement, un passage piéton qui n'est pas suffisamment éclairé à mon sens, donc je crois qu'il faut qu'on le traite au cas par cas, mais voilà, éclairer tous les passages piétons en ville, je vous le dis tout de suite, c'est juste pas possible. Mais par contre, étudier peut-être des passages piétons les plus accidentogènes ou à risque en tout cas, c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Alors une question de JP. Pourquoi allumer les illuminations de Noël si tard? Cela rend le centre-ville triste. Je suis d'accord avec vous, j'ai donné les consignes cet après-midi pour qu'on lance les illuminations plus tôt, alors je dirais au plus tard à 17h, on pourrait même le faire avant, à 16h30, mais en tout cas au plus tard à 17h, puisqu'en fait s'il ne fait pas nuit à 17h, il fait quand même très sombre. Voilà, c'est une consigne que j'ai donnée cet après-midi à 16h30 précisément. Une question de Marie qui nous dit qu'elle a pu lire que les Nuits Lumière revenaient pour les fêtes de fin d'année. Pouvez-vous nous en dire plus? Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Alors bon, d'abord, je n'ai pas forcément toutes les dates en tête, mais si vous allez sur la page Facebook de la ville de Bourges ou sur le site internet, vous aurez ces éléments. Je crois qu'on les a même sur les Noëls de Bourges de décembre. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, on ne fera pas les scénographies sur le mur gallo-romain à l'intérieur du jardin de l'archevêché, donc ça n'aura pas lieu, et qu'on projettera la scénographie sur l'ancien hôtel de ville qu'une fois que le village de Noël sera parti. Donc je n'ai plus les dates en tête, mais en tout cas, ça va être autour du 28 décembre de mémoire, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, allez sur les outils numériques ou sur les... Voilà, on me dit, c'est à partir du 24 décembre où on refera les scénographies. Par contre, il me semble qu'il faut un petit peu de temps pour déménager le village de Noël. Enfin, en tout cas, voilà, autrement, partout ailleurs, vous aurez, c'est déjà le cas d'ailleurs depuis la semaine dernière, les lumières bleues qui ont fait leur apparition en même temps que le lancement des illuminations de Noël. Et puis, les autres scénographies donc, auront lieu comme prévu.
La question suivante est posée par Vincent. Savez-vous s'il existe un projet de modification de la route de la Charité, pas très esthétique et pas forcément toujours pratique? Je ne sais pas s'il y a un projet, en tout cas j'en ai pas entendu parler. Alors c'est vrai que la route de la Charité, c'est pas une route très désagréable. Alors je ne sais pas quel côté vous parlez. Est-ce que c'est côté, j'irai avant le carrefour de la Fourchette quand vous venez de la gare, ou de l'autre côté? En tout cas, bon, c'est pas forcément joyeux d'un côté ou de l'autre. On a fait quand même des aménagements côté, on va dire côté tronçon qui longe la voie ferrée, puisqu'on a réduit la largeur de la voirie. On a mis en place un aménagement cyclable, ce qui réduit les vitesses pratiquées. Après, destiné ou tout aménagé en zone d'activité commerciale. Bon, c'est un peu historique, ça s'est fait avec le temps, et je pense que les aménagements aujourd'hui répondent quand même, au moins en termes de sécurité, puisque là aussi des giratoires ont été mis en place. Il a été mis en place aussi refait des îlots centraux pour sécuriser la traversée piétonne. Je pense que la route de la Charité, je ne vois pas comment on peut l'embellir aujourd'hui en l'état. Bon, je partage votre avis, ce n'est pas forcément la rue la plus jolie de Bourges. Alors, une question de John. Allez-vous vous décider un jour à nous faire la rocade en 4 voies? C'est insupportable, nous sommes des milliers à en avoir ras-le-bol. Oui, alors d'abord, je vais un peu me défiler en disant que la rocade routière autour de Bourges n'est pas de la responsabilité ni de la ville ni de l'agglomération. Donc déjà, là, je me suis un peu défilé. C'est de la responsabilité du département. D'ailleurs, le dernier tronçon devrait se terminer en 2022 maintenant. Et puis, voilà, il y a eu un choix, un moment technique. Je rappelle que la rocade a commencé il y a à peu près une bonne trentaine d'années. Facilement, et qu'il y a des choix techniques qui ont été faits à l'époque par les gens qui étaient en responsabilité de le faire essentiellement avec 2 fois une voie, sauf à certains endroits il y a des zones de dépassement. Alors certes, tout le monde voudrait une 2 fois 2 voies, donc je ne suis pas sûr techniquement ce soit possible partout en tout cas, et puis que globalement voilà, les choses se passent plutôt bien. C'est vrai qu'on peut penser que cette rocade à certains endroits est un peu dangereuse quand on veut dépasser. Le tout, c'est de respecter les 80 km/h et puis prendre un petit peu son temps. Mais voilà, une fois encore, je ne sais pas si un jour cette rocade passera 2 fois 2 voies. En tout cas, ça ne sera pas la responsabilité ni de la ville de Bourges ni de l'agglomération, puisque c'est la responsabilité du département. La prochaine question est posée par Léa. Tout au long de l'année, des cirques exploitant des animaux sauvages sont présents à Bourges. Pour quelles raisons ces cirques ne sont-ils toujours pas interdits dans la ville? Tout simplement, enfin, c'est drôle ce que vous me dites, parce que j'ai eu cette discussion il y a quelques jours avec quelques amis et quelques élus où on avait des avis qui divergeaient. Vous savez, moi, sur ces sujets-là, j'ai tendance à dire, historiquement, on trouve les animaux dans les cirques, depuis très longtemps d'ailleurs, évidemment. Et puis que finalement, dès lors que je serais plus, si vous voulez, sur le renforcement de la réglementation, et de manière à s'assurer que les animaux sont bien traités, plus que dire on va supprimer les animaux dans les cirques. Parce que je crois que ça fait partie un peu je ne vais pas dire du folklore, mais ça fait partie un peu de l'ambiance du cirque. Mais donc supprimer, je pense que les cirques perdraient leur intérêt. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le cirque, mais enfin bon, ça c'est un choix très personnel. Mais vraiment, alors sauf si un jour il y a une législation qui nous oblige effectivement à ce qu'il n'y ait plus d'animaux dans les cirques, donc auquel cas le maire de la commune concernée appliquera la réglementation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est la responsabilité effectivement de chacun des maires d'accepter ou de ne pas accepter. En tout cas, moi aujourd'hui, je forcerais plutôt, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, à renforcer la surveillance et faire en sorte surtout que les animaux soient bien traités. Une question de Nana. Donnez-vous des instructions aux écoles contre le harcèlement scolaire, car je trouve que les écoles n'en parlent pas assez. Là encore, les écoles, toute la partie qui concerne purement école et enseignement, c'est la responsabilité de l'éducation nationale. Donc les professeurs des écoles dépendent de l'enseignement d'éducation nationale, ils n'ont pas de la ville de Bourges. Après, il peut y avoir des interventions spécifiques que nous pourrions faire peut-être au niveau
des centres de loisirs, peut-être au niveau d'associations qui pourraient intervenir sur ces sujets-là. Bon, c'est un sujet qui est prégnant, on en parle de plus en plus, c'est plutôt une bonne chose qu'on en parle, ce qui fait que parfois aussi les langues se délient, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a encore quelques années, mais nous on ne peut pas intervenir, je dirais, sur le domaine pédagogique, hein, c'est purement de la responsabilité des professeurs des écoles et des directeurs d'établissements. La question suivante est posée par Julien. Nous sommes allés dîner en ville avec ma femme un samedi soir. Notre ville est magnifique, mais quel dommage d'avoir à slalomer entre les poubelles des commerçants. Et pour les photos des touristes, quelle image? Que pouvez-vous faire? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faudrait... alors, parler des commerçants, pas forcément que des commerçants, mais globalement, il faudrait faire preuve un peu de civisme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dépose une poubelle, qu'on la dépose quand il faut, pas trop tôt, ni trop tard, évidemment. Et puis quand elle est vidée, qu'on la rentre, autant que faire se peut, dans son logement, dans son commerce. Quand on peut le faire, évidemment. Ce qui n'est pas forcément toujours fait par tout le monde. Deuxième élément, et ça joint le premier point, c'est-à-dire qu'en fait, en laissant les poubelles effectivement dehors sur le trottoir trop longtemps, voilà, ça peut être l'occasion, de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, de faire un peu la fête et puis de renverser les poubelles ou les bouger. Donc, ce qui fait qu'elles se trouvent en plein milieu des trottoirs et empêchent la circulation. Et puis enfin, et ça c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'on n'a jamais trouvé de bonne solution, c'est de se dire quand est-ce, notamment par rapport au carton ou autres emballages que peuvent laisser les commerçants, c'est légitime, hein, en tout cas aujourd'hui leurs produits sont livrés comme ça, à quel moment il faut ramasser ces déchets. Et on a essayé beaucoup de choses, beaucoup d'horaires. On n'a pas trouvé encore la bonne formule. Il n'y a pas de formule idéale, donc c'est-à-dire parce que si on le fait trop tôt, il y a la circulation, puis les commerçants n'ont pas forcément sorti donc, leurs poubelles, leurs cartons et leurs plastiques. Si on le fait trop tard, effectivement, ces poubelles, ces plastiques, ces cartons restent dans la rue, ce qui ne donne pas forcément une belle image. Alors ça, c'est vrai, quelle que soit la saison, et en particulier après, derrière, il y a la saison. Quand vous faites passer un camion de ramassage des poubelles, je prends un exemple parce qu'il me revient de temps en temps l'été, place Gordon, pour ramasser effectivement les poubelles ou les détritus, et bien quand vous êtes à 19-20 heures en train de siroter un verre un sirop de menthe à la terrasse d'un café, c'est pas très agréable. Donc voilà, le passage d'horaire des camions de poubelles, les ramassages des ordures ménagères, c'est pas quelque chose de simple. D'ailleurs, vous savez, j'ai souvent, enfin pas souvent, mais il m'arrive d'en discuter avec certains de mes collègues élus, hein, autres maires dans d'autres villes. Le problème, il est partout le même. Hein, donc, alors c'est pas pour nous rassurer, mais alors sauf à mettre aussi je l'ai vu dans une ville il y a quelques années où, dans les rues piétonnes en particulier, ils avaient enterré en fait des bacs qui étaient recouvertes, enfin sous la voirie, qui étaient recouvertes par des plaques en fait, et seuls les commerçants avaient des clés, et ça leur permettait le soir d'ouvrir, de mettre eux-mêmes les cartons et refermer derrière, et puis le ramassage se faisait, donc, comme ça se fait sur des gros conteneurs qui sont à verre, hein, par exemple, ou à papier qu'on trouve dans la ville de Bourges, et passent pour vider en fait ces gros conteneurs. À Bourges, c'est particulier parce que d'abord on a une ville qui est plutôt historique, avec des voies qui ne sont pas très larges aussi, et avec beaucoup de réseaux qui passent, et c'est sans doute plus compliqué que dans la ville que je ne citerai pas, que j'ai vu par ailleurs, quoi. Donc ce serait une autre solution. Mais alors c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse dans le cas vous savez, du grand plan national Action Cœur de Ville, puisqu'en fait il va y avoir beaucoup de travaux, notamment sur l'espace public, et c'est de réfléchir, notamment au centre-ville évidemment, et c'est d'en profiter peut-être pour mettre en place ce type de ramassage et conteneurs pour éviter qu'on vienne polluer un peu la vue avec ces poubelles. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Une question de Jeff Bond. Des plots en béton, ont été enlevés rue Jean Girard, en bas de la place Gordon. Sachant qu'un véhicule peut prendre la rue au niveau de Saint-Bonnet à contresens, qu'en est-il niveau sécurité vis-à-vis des commerces, des piétons? Question posée par un commerçant à vos services. La réponse fut « La rue est en sens interdit, mais il est rare que les terroristes respectent le code de la route ».
Oui, bon, vous savez, si on avait laissé les bords en béton et puis la rue n'aurait pas changé de statut d'ailleurs, donc un terroriste, comme vous dites, il aurait pu prendre, même avant, la rue à contresens, et dès lors que vous avez des piétons sur la rue, les renverser aussi, quoi. Donc voilà, donc je crois qu'on ne peut pas tout sécuriser, le risque zéro n'existe pas, hein. C'est vrai, vous parlez de la place Gordon, la rue Jean Girard, mais c'est vrai aussi ailleurs. Tout simplement, ce qu'on peut dire que cette place Gordon et la rue Jean Girard sont devenues, on va dire, piétonnes la majorité du temps dans la journée, hein, sauf exception pour les livraisons. Et puis que, après avoir fait le tour des commerçants, notamment Philippe Mercier l'a fait il y a quelques temps, on a pris la décision d'enlever ces bornes, une fois encore avec l'accord des commerçants. D'abord, ça rend la place plus facile à utiliser. On n'a finalement pas de stationnement, hein. Les bornes avaient été mises en place pour éviter que les voitures stationnent, à l'époque où on pouvait circuler à la place Gordon, où la place Gordon n'était pas fermée définitivement. Donc voilà, mais vous savez, c'est quelqu'un qui va faire un attentat, vous pouvez mettre des bornes en béton ou pas, il en fera un quand même. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi pas rue Moyenne et partout. Donc voilà, tout simplement, je pense que le risque existe, il existera toujours. Je crois qu'il est minimum. Et puis voilà, donc des fois il faut faire des choix. Nous avons fait ce choix-là et je pense qu'aujourd'hui personne ne le regrette. Bon, peut-être vous, alors si c'est une personne parmi tous les bureauistes, c'est pas forcément très grave. Alors une remarque d'Adrien qui trouve que le haut de la rue Moyenne est devenu dangereux au niveau de l'îlot Victor Hugo. Oui, je ne sais pas s'il est devenu dangereux, tout simplement, il y a un changement de statut. On est aussi habitué à voir des rues avec des trottoirs. Voilà, là, on est sur plutôt une zone de rencontre, hein. Vous savez, on a eu la même réflexion, vous vous souvenez peut-être pas, quand on a aménagé la rue Jacques-Cœur. Quand on a aménagé la rue Jacques-Cœur, qui était faite dans la même configuration, on avait des trottoirs, on les a enlevés, on nous a dit c'est dangereux, il va y avoir plein d'accidents, il va y avoir des morts, ainsi de suite. Bon, force est de constater qu'on n'a rien constaté, on est sur des zones de rencontre, on fera s'habituer à ce que dans nos rues, même quand la circulation automobile, eh ben, il faut les piétons sont prioritaires par rapport aux vélos et les vélos par rapport aux véhicules à moteur. Bon, c'est une chose. Bon, il n'est pas moins vrai que, effectivement, alors, on a fait des contrôles de vitesse, hein, on a fait des comptages. La limitation de vitesse est globalement respectée, hein, on va dire, si on est en moyenne un peu au-dessus de 20 km/h, c'est à peine au-dessus, donc c'est plutôt bien. Alors après, il y aura toujours le cas de figure, en pleine nuit, quand il n'y a pas de voiture dans la rue, celui qui aura décidé de rouler à 60, 70 ou 80 km/h. Et ça, sauf à rendre la rue moyenne piétonne, mais on n'en est pas là pour l'instant. Ceci dit, là où je partage votre avis, notamment en période estivale, quand les terrasses sont pleines, bon, en plus, bon, l'aménagement qu'on a fait rend, je dirais, un peu plus d'aise pour les terrasses et rend le coin assez sympathique. Et parfois, je dirais, les terrasses, les chaises et les tables débordent un petit peu sur la rue, donc là, il faut y faire très attention. Moi, j'ai rappelé les règles aux restaurateurs de ne pas aller au-delà des limites qui ont été données. Et puis, il y a un flux aussi de circulation, notamment en période estivale. Donc, on a prévu deux choses à partir des travaux qui vont avoir lieu au mois d'avril. D'abord, on va mettre deux plateaux surélevés rue Moyenne, comme ça a été fait au début de la rue du Commerce, d'une part, donc ça permettra de ralentir les vitesses pratiquées. Et puis, on va installer une borne rétractable à hauteur de la rue, je crois que c'est la rue de la Monnaie, ou un peu au-dessus, je ne sais plus exactement. Et cette borne, on pourra la relever, notamment en période estivale. Alors, il faudra voir avec les usagers, mais à partir de 19h30, 20h ou 20h30, peu importe, de manière à bloquer la circulation automobile sur la partie haute de la rue Moyenne et sécuriser effectivement ces passages. Donc voilà les aménagements qu'on va faire pour rendre ce secteur plus agréable. Alors, une question de Vanessa. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir des lampadaires sur la rocade verte au niveau de l'AFPA et qui débouchent sur la route de la Chapelle. Car l'hiver, quand je pars au travail, il fait nuit, on ne voit rien du tout. Et le soir, c'est pareil. Écoutez, c'est un sujet que nous avons débattu avec Serge Pelletier au démarrage de la rocade verte et dans son déploiement au mandat précédent. On a été partagé sur le fait d'éclairer la rocade verte. Parce que, vous savez,
c'est vrai, je parlais de la rocade verte, mais c'est vrai partout. L'éclairage a un avantage et un inconvénient. Un avantage, c'est celui que vous indiquez, notamment sur un usage, on va dire, traditionnel, pour sécuriser effectivement l'usage du vélo en particulier. Par contre, le risque de cet éclairage, c'est, alors pas trop en plein hiver, mais dans les périodes où il fait plus chaud, c'est que ce soit l'objet de rassemblements sur cette rocade, et puis générateur de bruit et de, on va dire, de dysfonctionnement, je vais appeler ça comme ça, et de gêne en tout cas, et notamment à proximité de riverains. Vous voyez bien aussi, dans la plupart des secteurs, la rocade traverse les zones résidentielles. Donc voilà, donc du coup, Serge Pelletier a fait le choix de ne pas éclairer en fait la rocade. Ceci dit, donc moi j'ai respecté, parce que moi je respecte mon maire, et en tout cas je suis loyal par rapport à lui. J'avais fait installer donc, dans les tronçons que nous avons mis en place des fourreaux en attente, en se disant le jour où quelqu'un décide de vouloir mettre l'éclairage, c'est relativement simple. Bon, il faut acheter des candélabres évidemment, il faut amener les câbles dans les fourreaux, il y a juste à les tirer, quoi. Voilà, donc oui, il y a des demandes, je suis d'accord. Alors est-ce qu'il faut je pense qu'il faut peut-être qu'on étudie à certains secteurs, c'est là où je suis d'accord avec vous. Il ne faut peut-être pas le faire partout, mais en tout cas peut-être que dans certains secteurs ça pourrait être utile. Donc voilà, je vais demander à mes services et à mon adjoint aux travaux de regarder cette possibilité. Une question de Tatiana Stéphane. Pensez-vous qu'il serait possible de mettre des ralentisseurs dans la rue Georges Braque ? Beaucoup d'enfants passent par cette rue pour prendre le bus scolaire et les automobilistes roulent très vite. Je vais apporter la même réponse que tout à l'heure dans un autre quartier, c'est-à-dire, d'abord avant de mettre en place une solution dans une rue, il faut d'abord qu'on fasse des comptages. Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui ont été faits, mais en tout cas, je vais le vérifier, sinon on le fera pour connaître quelles sont véritablement les vitesses pratiquées. Et puis, à partir de là, si la vitesse moyenne des véhicules est supérieure à la vitesse autorisée, on réfléchira à essayer de trouver une solution. Alors, vous savez, je le dis souvent, on doit trouver des solutions techniques face à des problèmes d'incivilité. Si les gens avaient un peu de bon sens et notamment l'approche des écoles ralentissait, il n'y aurait pas besoin qu'on trouve une solution technique. En tout cas, voilà, commençons par le début, faisons des comptages, analysons les résultats, et à partir de là, on ira sur place et on regardera quelle est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est pas forcément le ralentisseur. Il y a d'autres principes différents, et je dirais ce qu'on peut mettre en place dans une rue n'est pas forcément la même solution qu'on doit mettre en place dans une autre. Tout ça dépend un peu de la configuration de la rue et de son usage surtout. Laurent voudrait savoir, la question a disparu, non, elle est revenue. Quand les boules de Noël de ces recours seront remises ? Écoutez, alors déjà, je peux vous dire qu'on va remettre les éclairages sur la place Simone Veil jeudi après-midi. Voilà, de manière à ce que, comme on inaugure le village de Noël vendredi, si je ne me trompe pas, que la place Simone Veil puisse être éclairée. Et puis, concernant la partie place du 8 mai, place Malraux, j'espère qu'on pourra les mettre la semaine prochaine. Voilà, on pourra les enlever tout simplement, puisqu'il y a, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques manifestations qui ont lieu à Bourges et ailleurs. Et moi, je ne voulais pas prendre le risque qu'on se les fasse casser ou enlever. Donc c'est pour ça que je les ai fait redémonter. Mais bon, à l'approche de Noël, j'espère que les choses vont un peu s'apaiser. Et en tout cas, là, j'en profite pour faire appel aussi au bon sens, au civisme de tout un chacun, en particulier des grévistes, et qui ont le droit de faire la grève, je n'ai pas de souci là-dessus, mais de respecter aussi le mobilier urbain qui est aussi le leur, bien évidemment. Une question de Richard. Après avoir refait les trottoirs des grands axes, notamment l'avenue de Saint-Amand, comptez-vous entreprendre la réfection des trottoirs des rues adjacentes, Camille Pelletan, Benoît Malon, ainsi de suite? Oui, on a fait des rues adjacentes de l'autre côté, on a même requalifié des rues. Je pense à la rue Saint-Angélique en particulier, et la rue qui est juste avant, dont j'ai perdu le nom.
Donc ça s'est fait au début de cette année. Donc progressivement, on fera l'ensemble des rues. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. On est sur le boulevard Mermoz, donc c'est vrai, c'est 2 grands axes, mais il faut qu'on regarde aussi de faire les rues adjacentes, bien évidemment. D'autant plus, dans ces rues, les trottoirs ne sont pas très larges, donc ça peut aller quand même relativement vite, quoi. Alors, une question de monsieur et madame Gérard Pau. La fête de la bière n'existe plus. La ville de Bourges est jumelée avec la ville d'Augsbourg. Autrefois, il y avait un orchestre d'Augsbourg qui venait à Bourges. Oui, et alors, la question, il n'y a pas de question, et pourquoi? Et quand est-ce qu'on aura de nouveau une fête de la bière à Bourges? Voilà, je suppose que c'est ça la question. Alors, pardon, nous avons une tentative justement de recréer cette fête de la bière avec nos amis d'Augsbourg. Ça n'a pas pu se faire, on avait imaginé le faire cette année, ça n'a pas pu se faire, bon, pour des raisons qui sont propres à Augsbourg, peu importe. En tout cas, on a toujours ce projet en tête. Et à l'inverse, faire profiter à Augsbourg nos bons vins français, et en particulier les vins de la région. Là, il y a eu une tentative, il y a une organisation qui a eu lieu il y a quelques mois, je crois que ça devait être au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, septembre-octobre, qui n'a pas forcément été couronnée de succès, c'est moins qu'on puisse dire, ça avait lieu à la Halle au Blé. Mais en tout cas, voilà, je suis assez favorable, et Éric Mességuet, là, qui est en charge de tout ce qui est relations internationales, et est en contact avec Augsbourg, d'ailleurs il y était en début de semaine, pour effectivement revenir sur cette fête de la bière qui avait, moi j'ai pas connu, mais qui avait beaucoup de succès. Donc voilà, ça je crois que vous avez raison, c'est un événement important à remettre en place dans notre ville. Alors une question maintenant de Jimmy de Bourges. Jeudi dernier, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, beaucoup de personnes, salariés, chômeurs, retraités, étudiants, personnels médicaux, se sont fait gazer sans raison apparente par la police de Bourges et en pleine rue, où des enfants passaient aussi. Nous sommes pour certains et certaines des électeurs de Bourges. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Oh, j'ai rien à dire, parce que d'abord, je n'étais pas présent sur place, je ne manifestais pas non plus. Je ne sais pas, quand vous avancez que les policiers ont gazé sans raison apparente, moi sans raison apparente je ne sais pas, je n'étais pas là, donc c'est aussi de la responsabilité. Moi je n'ai pas de responsabilité de la police nationale, j'ai la responsabilité de la police municipale, c'est déjà pas mal. C'est la responsabilité des services de l'État et des services de sécurité, donc je suppose que si les policiers nationaux ont fait usage de gaz, c'est qu'ils ont ça se justifiait sans doute à leurs yeux. Alors, une fois encore, moi je ne connais pas leurs arguments et je n'ai pas les juger en tout cas, bien évidemment. Est-ce qu'il y avait risque? Est-ce qu'il y avait des consignes qui avaient été données? Voilà, donc c'est pas pour me défiler, mais je n'ai pas aujourd'hui suffisamment d'éléments pour me positionner par rapport à ça, et je me garderai bien de juger des décisions des uns et des autres. J'assume mes décisions, j'assume ma responsabilité, à chacun sa responsabilité, donc voilà, donc je n'ai pas plus de... Bon, je ne pense pas qu'un policier utilise son arme, d'une façon générale, simplement pour le plaisir de l'utiliser. Bon, je pense que c'est des gens suffisamment sérieux. Maintenant, il peut y avoir des dysfonctionnements. En tout cas, voilà, sur le cas précis, je n'ai pas de commentaire à apporter. Alors, une question de JP. Pourriez-vous demander à la police municipale de passer les vendredis soirs à la station de taxi, car pour travailler, c'est devenu impossible. Beaucoup trop de voitures viennent se garer et dès que l'on demande aux personnes de partir, ils s'en moquent car ils savent très bien qu'ils ne risquent aucun PV. Écoutez, ce que je vous engage à faire, faites un petit email ou un courrier à Philippe Mercier, qui est l'élu en charge de la prévention sécurité, et je pense qu'il fera le nécessaire pour faire passer effectivement la police municipale, pas tous les soirs ou tous les vendredis, mais en tout cas de temps en temps pour rappeler qu'on a beau être à la sortie d'une gare et puis que c'est pas, il y a un peu quelques règles à respecter. Bon, après, on sait ce que c'est, hein, moi j'ai connu ça il y a longtemps, hein, quand j'allais chercher mes enfants au train, et puis que tous les étudiants arrivent à la même heure quasiment, pour se garer, c'est pas forcément facile, on va aller chercher le petit le plus près possible, parce qu'il a une valise, le pauvre, donc il ne faudrait pas qu'il marche non plus. Pour un peu qu'il pleuve, c'est compliqué, donc voilà, il y a peut-être aussi
avoir un petit peu de tolérance, mais par contre la tolérance n'empêche pas le respect des autres et dès lors qu'on dépasse un peu ces notions, on devient sans gêne et là, eh bien, on peut effectivement intervenir. En tout cas, il y a un minimum de règles à respecter. Bon, apprenons à vivre ensemble, mais je suis d'accord avec vous, parfois, il ne faut pas dépasser les règles. Une question de Julien. Il y a de plus en plus d'insécurité à la gare de Bourges. Que comptez-vous faire ? Écoutez, donc c'est un sujet que nous sommes en train de traiter avec ce qu'on appelle le CLSPD. Hein, je vous ferai grâce du nom, c'est-à-dire qu'en fait c'est un comité local de sécurité dans lequel il y a des multipartis, des représentants d'associations, des bailleurs sociaux, des citoyens, les représentants de la police nationale, la police municipale, des élus de la ville de Bourges, des représentants de l'État. Et puis, donc, c'est un organisme, enfin, un organe, en fait, qui traite les aspects de sécurité sur l'ensemble de la ville, et là, plus particulièrement, depuis l'automne, on a décidé de mettre, on va dire, des actions en place très concrètes sur le quartier Prado et Gare, hein, qui est effectivement un quartier qui bouge un peu en ce moment. Donc, je me suis d'ailleurs entretenu avec Madame la préfète sur le sujet. Il faut qu'on agisse et qu'on agisse rapidement dans ce secteur. La question suivante est posée par Max, qui est un usager régulier du train et qui vous demande s'il vous est possible d'intervenir auprès de la région Centre pour que les TER respectent les horaires. Oui, enfin ça c'est une question assez récurrente. Hein. Moi j'en fais part effectivement au président de la région et à son vice-président en charge de tout ce qui est mobilité. Alors, vous savez, je ne veux pas porter de jugement, mais souvent on parle des trains qui ne sont pas à l'heure, on parle rarement de ceux qui sont à l'heure. Mais par contre, c'est déjà un sujet que j'ai évoqué parce que vous n'êtes pas le premier à me le signaler. On n'a déjà pas trop de trains qui desservent Bourges, mais qui plus est, quand les quelques-uns que l'on a, s'ils n'arrivent pas à l'heure ou qu'ils ne partent pas à l'heure, c'est toujours un problème, notamment au niveau des correspondances, et notamment quand on a une activité professionnelle. Donc voilà, c'est déjà un sujet que j'ai évoqué. Donc voilà, je veux bien réinsister sur le sujet, mais en tout cas, sachez que j'ai partagé déjà ce type d'informations. Alors, une question de citoyen. Est-il envisageable de mettre des lumières au skatepark ? Oui, c'est envisageable. Après, la question, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la rocade verte. Donc, après, très sincèrement, je ne sais pas si on a prévu aujourd'hui des fourreaux. Là, je ne connais pas forcément les dossiers par cœur dans le détail. Mais ça peut être, techniquement, ça peut être envisageable. Après, il faut que ce devienne aussi un lieu où on pratique le skate et que ça ne devienne pas un lieu de rassemblement tard dans la nuit qui viendrait gêner aussi les résidents qui sont, alors ils sont assez éloignés malgré tout, mais en tout cas pas très loin. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on envisage et puis qu'on réfléchisse d'ailleurs avec l'association Berrying qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs sur la conception de ce skatepark, et ça pourrait peut-être quelque chose d'envisageable. Effectivement, on va le regarder, je verrai ça avec mes services et Nathalie Bonnefoy. La question suivante est posée par Laurent. Est-il prévu un terrain exclusivement est-il prévu un terrain exclusivement consacré à la pratique du baseball ? Écoutez, c'est un sujet qui est en cours de cogitation, puisque j'ai été sollicité dernièrement. Après, voilà, il y a un investissement à faire qui est quand même assez lourd pour un terrain de baseball. Moi, ce que me dit mon adjointe au sport, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pratiquants. Alors, si vous pratiquez, vous êtes dans un club, vous allez me dire qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, c'est des investissements lourds et qu'il faut essayer de faire une espèce de ratio entre le nombre de pratiquants et l'investissement nécessaire pour faire un terrain de baseball. Mais je sais que Nathalie Bonnefoy a ce sujet, elle m'en a parlé, ce sujet en tête, et elle m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours. Une question de Fafa18, très courte. Pourquoi voulez-vous faire un autre mandat ? Ah, c'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Écoutez, tout simplement parce que j'en ai envie. Comme j'ai eu envie de faire un premier mandat en tant que maire adjoint,
Comme j'ai eu envie d'être candidat pour la mairie de Bourges en 2014, et puis que les berruyers qui sont allés voter m'ont fait confiance, et puis que derrière, il y a une certaine logique, en tout cas l'envie de servir Bourges, les berruyers, et ne pas s'en servir comme certains pourraient avoir envie de le faire. Derrière, on le voit bien, un mandat de 6 ans, finalement c'est assez court, parce que quand on regarde les gros projets qui sont réfléchis ou lancés sur un mandat, on les voit souvent déboucher le mandat suivant. On va prendre le cas du projet Maison de la Culture, il a même démarré avant le mandat précédent, et on va le voir déboucher sur ce mandat. Et puis qu'il reste encore, on a fait beaucoup de choses, mais on a, enfin en tout cas moi j'ai conscience qu'il y a encore plein de choses à faire, et on a lancé notamment un grand projet qui s'appelle Action Cœur de Ville, qui est un projet conséquent sur lequel nous avons démarré, mais beaucoup de choses vont se faire dans le mandat qui vient, et même celui d'après, puisque c'est quelque chose qui... L'opération Cœur de Ville, un plan national, se termine en 2024, mais par contre, nous, on sait qu'on va aller bien au-delà, et c'est des opérations qui vont durer sur une dizaine d'années. Donc voilà, l'idée, c'est ça, et puis aussi, tout simplement, alors ça va peut-être vous paraître... vous choquer ou pas, mais tout simplement parce que j'aime ma ville, j'aime passionnément ma ville, j'aime les berruyers, et que je veux me donner encore de ma personne avec une équipe expérimentée, une équipe rajeunie, pour leur offrir, j'espère, le meilleur, en tenant compte de tous ces sujets, de pouvoir d'achat, des problématiques de santé, de sécurité, de confort de vie, de qualité de vie, en tenant compte des contraintes environnementales qui sont majeures actuellement. Et voilà, c'est toute cette envie que j'ai envie que je souhaite partager et donner une fois encore aux berruyers. Donc c'est ça l'essentiel, et en amenant avec moi une fois encore des élus expérimentés, puis d'autres qui sont nouveaux, que j'ai déjà rencontrés, qui ont plein d'idées, beaucoup de dynamisme. Voilà, et puis je pense que le mandat qui va venir, il sera en tout cas moins compliqué, alors je ne sais pas si je peux dire plus simple ou moins compliqué de celui qui vient de se terminer. Bon, notamment, aujourd'hui, j'ai la prétention de bien connaître la situation financière de la ville. Je sais, en m'engageant pour un second mandat, je sais ce que nous serons capables de faire financièrement et ce qu'on ne sera pas capable de faire, en tout cas. Donc je m'engagerai que sur des choses qui soutenables financièrement. Ça, c'est clair et net. On a une vision à 6 ans. C'est nouveau par rapport à ce qu'on a connu en 2014, et parce que voilà, c'était, vous le savez, un point compliqué financièrement. Voilà, en tout cas, personnellement, je suis beaucoup plus serein que je l'ai été au début du mandat 2014, et en conséquence de quoi, voilà aussi ce qui me motive pour repartir sur un prochain mandat. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi des électeurs. Donc voilà, je leur demande je leur demanderai encore une fois de me faire confiance, et puis d'être objectif aussi sur le bilan du mandat précédent. Alors ça montre une certaine crédibilité. Vous savez, quand on s'est engagé en 2015 de faire en sorte que la situation financière de la ville soit conforme à la fin du mandat, nous y sommes arrivés. Et puis quand on reprend le bilan des engagements que nous avons pris en 2014, et 80% d'entre eux ont été réalisés. C'est plutôt bien pour un mandat, d'autant plus quand on connaît les conditions dans lesquelles il se est déroulé. Voilà, donc j'ai peut-être été un peu trop long, mais on pourra en discuter en tête-à-tête autour d'un café si vous le souhaitez, mais voilà ce qui me motive de façon en résumé. Une question de Mathieu. Qu'en est-il du dynamisme commercial dans le centre-ville, notamment rue de Ron? Le manque de stationnement gratuit n'aide pas les commerces du centre-ville. Écoutez, je crois que je ne partage absolument pas votre avis, et c'est absolument pas l'avis des commerçants. Notamment de la rue de Ron. La rue de Ron, vous savez qu'on est passé par une phase de zone bleue, sur 10 places de stationnement au début de mandat, et à la demande des commerçants, on a généralisé ça sur l'ensemble de la rue de Ron. Donc c'est à leur demande, donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Et puis deuxième élément, le fait d'avoir rendu des rues payantes, ce qui n'était pas le cas, notamment la rue Fernot en particulier, fait en sorte que rue Fernot, il y a un turnover de voitures. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de voitures tampons, les voitures bougent, et puis que les commerçants nous disent, écoutez, c'est vraiment bien pour le commerce, parce que ça permet à des clients de venir se garer s'ils veulent se garer ici. Donc voilà, donc tout simplement, donc c'est votre impression, mais alors ça absolument pas la mienne, et en tout cas, c'est surtout pas celle des commerçants de la rue de Ron. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, la rue de Ron se redynamise commercialement, notamment depuis 1 an, et c'est sans doute dû, entre autres à ça,
pas que. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on rencontre d'ailleurs sur l'ensemble de la ville. Je pense qu'on s'en réjouir par les différentes actions qu'on a mises en place, alors que ce soit au niveau de la ville de Bourges, que ce soit au niveau de l'association des commerçants, que ce soit au niveau de l'office de commerce et de Bourges, en fait, tout simplement, de l'artisanat de Bourges, cherchez le nom. On a inversé la courbe depuis le 1er janvier 2019. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de commerces qui s'ouvrent que de commerces qui se ferment. On n'est pas au bout, mais en tout cas, on voit que c'est une vraie dynamique. Et quand vous regardez ce qui se passe rue Coursalon, rue Mirbeau, les choses sont en train de bouger. C'était plutôt une bonne chose. Et puis, je pense que les choses vont s'accélérer encore, puisqu'il y a encore des pistes. Et tout ça, tout simplement, parce qu'on aide aussi la politique de stationnement. Je rappelle la gratuité du stationnement sur voirie à partir de 17h, le fait qu'on aide des nouveaux commerçants à s'installer dans un commerce libre depuis plus de 6 mois, pendant 1 an, en participant à 50% de leur loyer, en ayant décidé en conseil municipal d'abattre la taxe foncière sur les bâtiments, commerciaux entre autres, hein, dont pourraient bénéficier les locataires de ces éléments-là, plus d'autres actions, la gratuité des parkings qui en ce moment depuis une dizaine de jours, les week-ends notamment, donc ça aussi c'est important pour les commerçants. Et d'autres mesures de requalification d'espaces publics qui vont avoir lieu. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a la mise en place aussi de Ma Ville Mon Shopping aussi, hein, qui va permettre aussi aux commerçants, non pas de considérer comme Internet comme quelque chose de, je dirais, une contrainte, mais au contraire de l'utiliser d'un point de vue, comme quelque chose de positif. Donc voilà, on mène beaucoup d'actions, les commerçants jouent le jeu, les associations de commerçants jouent le jeu, et puis globalement, on voit que les choses commencent à porter leurs fruits, et on peut que s'en satisfaire. Alors, la question suivante est posée par Christy Sagrès. Trouvez-vous que votre ville est accessible pour les personnes en fauteuil ? Étant aidant familial, c'est vraiment compliqué pour que mon mari, dans cette situation, m'accompagne. Prévoyez-vous une amélioration ? Écoutez, tout simplement, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est qu'on a mis en place, il y a quelques années, mais c'était une obligation, hein, un plan d'accessibilité pour les espaces publics. Je me souviens à l'époque, quand j'étais maire adjoint aux travaux, j'avais ce dossier en charge, donc nous l'avions monté en concertation, notamment avec les personnes en situation de handicap, qu'elles soient d'ailleurs en handicap physique, moteur ou malvoyant par exemple, tout type de handicap, et on avait construit ce plan. Ça a été une belle démarche sur la forme de balade en ville, et on avait identifié des points à régler. Ce plan c'est un plan pluriannuel sur 10 ans. Malheureusement, j'ai le sentiment qu'il a été un peu oublié, hein, pendant les 4-5 premières années de ce mandat. Je pense que tout le monde n'a pas forcément mis en œuvre ce qu'on devait faire. Mais en tout cas, les choses reprennent là, depuis quelques mois. Et puis, alors tout est perfectible, hein, puisqu'en fait, il n'y a pas de fin, hein, sur ce sujet-là. La contrainte qu'on a aussi un petit peu dans nos villes, notre ville historique, hein, c'est-à-dire qu'on a parfois des rues qui ne sont pas larges, des trottoirs qui ne sont pas larges, donc là on peut difficilement pousser les murs. Il y a des contraintes avec l'architecte des bâtiments de France qui nous contraint souvent d'utiliser des matériaux, on va dire, de l'époque. Hein. Je vais prendre la grosse erreur, mais en tout cas on a suivi l'ABF à l'époque, d'avoir refait, je parlais tout à l'heure de la rue Jacques-Cœur avec des pavés historiques, sauf que c'est absolument pas praticable. Donc voilà, je crois qu'on progresse. Il y a eu un gros travail de fait sur la place Simone Veil. Il y a des améliorations qui vont venir aussi en haut de la rue Moyenne pour accéder à la place Étienne Dolé. Et ça, donc, je me suis déplacé personnellement auprès de l'association des Paralysiens de France, qui a changé de nom, mais en tout cas, j'ai encore ça en tête pour voir comment on allait faire ces aménagements. Voilà, tout est perfectible, mais en tout cas, vous savez, quand les quais de bus, par exemple, on oublie aussi les quais de bus. C'est des opérations très lourdes, hein, qu'on a mis en place déjà depuis 2 ou 3 ans maintenant. On aura traité une centaine de quais de bus l'an dernier, en 2018, je crois près d'une 60aine en 2019. Donc voilà, on ne peut pas dire que rien n'est fait, mais en tout cas, il y a beaucoup à faire, hein, parce qu'à l'époque, on ne se posait pas trop ces questions, à tort peut-être. Mais en tout cas, voilà, on met en œuvre au fur et à mesure, et surtout en concertation avec les sachants, et notamment les personnes en situation de handicap, pour améliorer la situation à Bourges. Alors, nous avons Michel, qui voudrait en savoir un peu plus sur la patinoire qui est en travaux depuis peu.
Alors que vous dire de plus d'abord que les travaux de réhabilitation ont commencé l'été dernier, que l'objectif étant que les travaux se terminent au printemps, hein, c'est à peu près le planning. Je rappelle qu'on fait des travaux de réhabilitation à l'intérieur pour la partie qui a été endommagée par l'incendie et c'était quand même assez majeur. Hein. Je me suis rendu sur place il y a 3 semaines, un mois à peu près. Et puis on fait aussi toute la partie façade, hein, tout le bardage là, qui était en train de se dégrader, on va le refaire. Et l'objectif c'est de remettre à la disposition du public la patinoire à la rentrée prochaine. Donc au mois de septembre. Bon, si on peut faire plus tôt, on fera plus tôt, mais voilà, je préfère qu'on prenne notre temps puis que la patinoire fonctionne bien, et plutôt qu'on l'ouvre trop tôt, puis qu'on s'aperçoive qu'un jour après qu'on a un autre problème. Donc voilà, l'objectif, faire des travaux au printemps et ouverture au mois de septembre. Alors, nous avons une nouvelle interrogation de Tatiana Stéphane. Pour les aides à domicile, y a-t-il un dispositif mis en place pour ne pas avoir à payer les stationnements ? Car nous avons beaucoup d'interventions de 30 minutes et je trouve cela dommage de payer alors que l'on s'occupe de personnes âgées ou handicapées. Il n'y a pas de convention particulière, notamment au niveau de la ville de Bourges. Hein, évidemment, je sais que c'est un sujet donc, qui arrive de temps en temps sur la table. C'est vrai que votre métier vous oblige à être à proximité du logement où habite la personne que vous avez en charge et j'en profite pour saluer le gros travail qui est fait par votre profession et par ceux dont c'est le métier. C'est vrai qu'on pourrait réfléchir à assurer, alors je ne sais pas, une gratuité, je ne sais pas sous quelle forme, parce que vous savez, vous avez votre cas, mais bon, après il y a il y a les infirmiers qui viennent aussi, les autres infirmiers qui viennent à domicile, il y a ceux qui peuvent faire aussi des petites interventions pour qui ça fait un peu rager de payer. Et après, il ne faut pas que ce soit l'escalade. Alors après, on devient à tout gratuit et avec tous les problèmes que ça engendre. Mais voilà, c'est peut-être un sujet d'ailleurs qu'on pourrait évoquer prochainement pour voir quel dispositif on pourrait mettre en place de manière à ce que à vous assurer, je dirais, on va dire des pauses minutes, en fait, un lieu de proximité où vous pouvez vous stationner sans devoir payer. Mais c'est compliqué à gérer tout ça, hein. Donc sur le papier ça marche très bien, mais c'est compliqué à gérer. Je sais qu'on l'avait regardé il y a quelques temps, des médecins avaient ce problème-là aussi, hein, quand ils veulent, qu'ils ont leur cabinet, qu'ils doivent partir en consultation, s'ils ne mettent pas leur voiture à proximité, c'est toujours très long. Donc voilà, mais je pense que vous avez raison, il faut qu'on réfléchisse à ce sujet et essayer de trouver une solution pour vous faciliter votre vie professionnelle. Alors, nous sommes arrivés à la dernière question. Elle est posée par Adrien Lerêtre. Quelle solution pour redynamiser le centre-ville et pourquoi pas un centre-ville piéton comme la place Gordenne ? Bon, enfin, donc la réponse, ça va être le plan national Action Cœur de Ville, hein, donc, qui est un plan très complet qui va traiter, j'évoquais tout à l'heure, les aides aux commerçants pour redynamiser le commerce au centre-ville, mais pour redynamiser, c'est aussi traiter les problématiques de désertification médicale, c'est l'installation des médecins, de nouveaux médecins, hein, c'est le projet du Prado, c'est le projet de la Saint-Monnet, c'est aussi refaire les espaces publics, c'est refaire la rue Coursalon, la place Gordenne, la rue Jean Girard, la rue Mirbeau, refaire la rue Pellevoisin, la place Planchat, la rue du Commerce, la place Cujas, la rue Moyenne, la rue d'Oron, la rue Porte-Jaune. Donc c'est refaire aussi tout ce secteur-là, se poser de la question de la piétonisation, qui n'est pas un sujet si simple que ça, on ne décrète pas du jour au lendemain, on va mettre tout ça piéton. Je ne sais pas si vous remarquez, mais depuis quelques années, on a évolué sur ce sujet. Avec les berrichons, il faut y aller tranquillement. Il faut arriver à convaincre, et puis finalement, vous savez, la place Gordenne, il a fallu un petit peu de temps, on l'a fait progressivement. D'abord, c'était un mois, puis après, on est passé à 6 semaines, puis 2 mois, puis 3 mois, puis finalement, on l'a mis entièrement piétonne. La rue moyenne piétonne, c'est un sujet qui est plus compliqué qu'il ne l'a l'air, ça ne se décrète pas, il y a des choix en amont à réaliser, quoi. Donc voilà, redynamiser notre ville, c'est tout ça, il faut qu'on réfléchisse à notre ville à vivre, hein, c'est ceux qui y vivent, il y a la ville où on travaille, parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des villes où il y a la ville à découvrir, hein, tout ce qui est lié au tourisme.
c'est tous ces sujets, la ville où on se déplace, donc tous ces sujets qui sont rentrés dans l'action Cœur de Ville. Une fois encore, c'est un budget de 60 millions d'euros que nous avons identifié, partagé entre l'agglomération et la ville, qui doit se dérouler sur une dizaine d'années, qui doit participer à la redynamisation de notre ville. Donc moi j'y crois beaucoup, c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans ce plan et les choses se déroulent plutôt bien. On a une bonne approche et des choses sont déjà réalisées en fait, on ne s'en rend pas compte, mais par exemple la place Simone Veil fait partie de l'action Cœur de Ville, donc il y a d'autres choses à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je suis confiant, c'est un très beau projet, qui est très bien piloté d'ailleurs, exceptionnellement piloté, et avec l'ensemble de nos partenaires, on travaille beaucoup en concertation, aussi avec les habitants, avec les forces vives du territoire, et ce qui fait que notre projet il est bien construit. Maintenant, on reste à le dérouler dans les années qui viennent, et notamment dès 2020. Voilà, donc écoutez, c'est avec un peu de regret, peut-être un petit pincement au cœur que ce chat se termine. Hein. C'est la fin d'un cycle, hein, comme je disais en début de session, c'est la 55e édition. On traite à peu près 30 questions par session. Donc, vous voyez, j'ai pu répondre à peu près à 1600 et 1700 questions, chaque fois avec plaisir, avec des questions.